Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité avec nos invités ce soir. Nous allons revenir et nous allons décrypter la présence de l'Algérie actuellement, le pouvoir actuel d'Abdelmadjid Tebboune au G7. C'était donc la semaine dernière. La présidence actuelle, c'est l'Italie, dans la région des Pouilles, du côté de Bari, puisque donc Madame Meloni a réuni les 7 pays, les grandes puissances mondiales. C'était du 13 au 15 juin dernier, donc déjà le week-end dernier. L'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, voilà les pays qui composent donc le G7, les grandes puissances économiques qui, depuis maintenant 1975, l'arrivée, la création du G7, donc en 2024, voici les nations qui composent ce G7. Et puis on reviendra aussi sur la présence de l'Algérie qui en fait, excusez-moi, toute l'expression, qui en fait tout un pataquès. Sachez aussi que l'Algérie n'est pas et ne fait pas partie de ces 20 États les plus importants sur le plan économique qui est donc le G20 qui se réunit et qui a vu le jour en 1999. Alors cette année, bien évidemment, l'Union africaine était réunie. Nous allons essayer de comprendre tout simplement la présence du régime algérien, notamment l'APS qui parle de tout simplement, qui n'y va pas de main morte, puisque l'APS qui revient ici sur le retour donc de l'Algérie sur la scène mondiale en termes de puissance. Le retour, encore une fois, alors Abdelmadjid Tebboune, président algérien, vante les mérites à tous les niveaux de l'Algérie, mais pourquoi parle-t-il de retour? L'Algérie est-elle toujours sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika en termes de puissance mondiale? Et puis sachez aussi que certains éléments ont été évoqués. D'abord, pourquoi l'Algérie parle de ce retour en termes de puissance mondiale quand on sait que le décollage économique, les Algériens l'attendent toujours, des problèmes d'investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de gros investisseurs, des puissances étrangères, des entreprises et des firmes étrangères qui investissent en Algérie? Y a-t-il eu de gros projets économiques, notamment en Algérie depuis ces dernières années? Et puis avant de donner la parole à nos invités, il était question aussi de l'écologie, avec une triple crise mondiale, le changement climatique, la pollution, la biodiversité. Quand on voit l'état du pays en termes d'environnement, serait-ce qu'en termes de ramassage des ordures ménagères, ça pose énormément de questions. L'arrivée et l'invasion toujours du plastique en Algérie, alors que le monde entier lutte contre cette matière. La pression migratoire, depuis 5 ans, on n'a pas entendu le président algérien ou encore ses ministres parler des haragas. Et puis l'intelligence artificielle, aussi un débat important au G7, quand on sait que l'Algérie, le pouvoir algérien encore en 2024, a dû donc fermer Internet pendant le bac. Donc où sont les startups? Où est l'intelligence artificielle? Le plaisir de le recevoir, opposant politique, militant politique. Merci pour votre fidélité, Karim Tabou. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations aux autres invités et à nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous et merci particulièrement pour votre fidélité. Vous êtes engagé, vous continuez le combat. Je rappelle que tous les lundis matins, vous êtes contraint d'aller vous justifier, d'aller signer en caserne. Et malgré ça, donc bien sûr, vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez plus voyager. Mais malgré ça, sous contrôle judiciaire, sous la justice algérienne, vous ne lâchez pas. Je l'assume totalement. Vous faites partie des seules personnalités politiques aujourd'hui qui continuent. Et merci pour votre fidélité. Karim Tabou, je vais tout simplement commencer par vous. On va évoquer dans un instant cette presse qui en fait, je le dis, je l'assume, des pataquès pas possible, à peut-être essayer de détourner l'opinion, à essayer de démontrer que le président algérien, on a vu ces images, Karim Tabou, un président qui a fait des bises, qui a salué le pape, qui a été souriant près d'Emmanuel Macron jusqu'à se tenir la main. Déjà, avoir votre analyse, j'ai donné quelques éléments pour introduire. Peut-on parler alors avant de parler de cette presse, encore une fois, qui peut-être tire jusqu'à la propagande, mais comment vous analysez cette Algérie qui annonce ce pouvoir, qui annonce le retour d'une puissance sur la scène internationale? Merci. Tout d'abord, je vous rappelle que c'est du déjà vu. Du déjà vu. Moi, je me souviens, le lendemain de l'intronisation à la tête de l'État de Bouteflika, il se fait inviter au forum de Crans-Montana
elle a parlé pendant des heures et des heures, et le lendemain, toute la presse du pouvoir avait qualifié cela d'historique et du retour de l'Algérie sur la scène internationale, et que l'Algérie désormais est prise en compte dans le monde. Et vous avez vu la fin, comment ça s'est terminé, et le pays patauge encore dans une crise multiforme, multidimensionnelle, et particulièrement sur le plan économique. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir de la visibilité sur la nature, la structure et les chiffres de l'économie algérienne. Mais pour revenir un peu à votre question, j'aimerais aborder le sujet sous l'angle de quelques remarques. Il est important de clarifier, ne serait-ce que pour les gens qui suivent nos débats, pour ne pas donc se laisser entraîner dans les faux débats des médias publics et des médias officiels. Nous avons besoin de poser nos débats d'une manière objective, mais avec des éléments concrets. D'abord, il est important de rappeler aux Algériens qu'il soit le G7 ou le G8 ou le G20 ou le BRICS ou même l'Union européenne ou même Majlis Ta'awoun al-Khaliji, les pays du Moyen-Orient qui sont regroupés dans le Conseil du Moyen-Orient, tout cela montre quand même quelque chose dans le monde, c'est la tendance à l'intégration. C'est-à-dire, au fait, nous constatons très bien que dans le monde, il y a des ensembles qui se créent et sur des bases de coopération technologique, militaire, politique, économique, etc. Et directement, nous constatons malheureusement que l'une des régions qui n'est pas intégrée, c'est la région maghrébine. C'est la région de l'Afrique du Nord. La raison est toute simple, c'est que dans ces pays-là persistent encore des régimes politiques qui sont eux-mêmes l'obstacle à l'intégration. Et dans tous ces ensembles dans le monde, il y a un paradoxe. Le paradoxe est le suivant, c'est que ces puissantes économies, elles sont à la fois concurrentielles et ils sont complémentaires. Je m'explique. Il y a des économies dans le monde qui réalisent des exploits extraordinaires. Il y a des pays qui sont en avance en matière technologique, en matière économique, etc. Mais il y a également des pays qui ont des potentiels qui leur sont propres. Donc, il y a comme une logique de concurrence internationale, mais également une logique de complémentarité, et c'est ce qui fait créer les groupes. Parce qu'aucun pays au monde aujourd'hui ne peut prétendre tenir tout et contrôler tout. C'est pour cette raison on parle de coopération militaire lorsque des enjeux, ils sont de nature militaire et de la recherche. On parle de coopération énergétique. Aujourd'hui, le monde est en train de passer une phase historique importante dans son évolution. C'est ce que le monde appelle les transitions énergétiques pour sortir des énergies fossiles et aller vers les énergies renouvelables. Et puis également les coopérations politiques. Il y a des conflits dans le monde et vous voyez très bien que ces conflits divisent et unissent certains et unissent d'autres. Et lorsque vous voyez les grands dans ce monde, quand j'appelle les grands ce n'est pas la géographie, les grands ce n'est pas les paroles, mais ce sont des chiffres qui sont admises et confirmés par des instances internationales, des instituts spécialisés, de grandes universités qui font des études stratégiques dans le monde. Et vous voyez que si on parle aujourd'hui des grands dans ce monde, notamment les Américains, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Union européenne, ils ont atteint justement ce niveau de coopération et de concurrence.
Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, avec votre permission bien sûr, il y a lieu de faire la différence entre se faire inviter et faire partie. Parce qu'il y a cette confusion des médias algériens qui veulent laisser passer d'une manière insidieuse cette idée-là que l'Algérie va faire partie du groupe des 7, comme d'ailleurs elle a prétendu que l'Algérie allait tout naturellement intégrer les BRICS. Et en faisant cette différence, vous allez voir que finalement, se faire inviter et traîner cette confusion par les médias, cela relève tout simplement du calcul politicien. Et le fait même de faire ce calcul politicien, ceci montre toute la petitesse des esprits qui regardent le monde du seul point de vue politicien. Lorsque vous imaginez dans ce monde, avec tous ces enjeux qui se déroulent actuellement, et vous avez un pouvoir, vous avez un pays qui ne retient de tout ce qui se passe dans le monde que le fait que le chef de l'État a pris des photos avec les chefs du monde. Et d'ailleurs, cette propagande n'est pas seulement en Algérie. Et il m'arrive de regarder les chaînes égyptiennes, les débats politiques qui se déroulent en Égypte. Vous allez voir la copie conforme de la propagande qui se passe en Égypte. Karim, oui, Karim Tabou, on vous entend. J'ai plus de retour. Est-ce qu'on vous entend toujours? Alors, on va vous rappeler, Karim Tabou, on va vous reprendre tout de suite. Vous étiez bien lancé sur cette analyse, effectivement, la différence qu'il y a entre être invité et participer à avoir du poids. Est avec nous Riyad Ouarab. Bonsoir Riyad Ouarab, vous êtes à Paris. Merci de prendre son temps avec ce décor exceptionnel, puisqu'on vous a, voilà, on a souhaité vraiment vous avoir et avoir peut-être un aspect avec vous, certainement Karim Tabou évoquera dans un instant, mais vous êtes sur le terrain, vous défendez les droits aussi, les droits humains. Une délégation était à Genève donc il y a 48 heures à parler de cette performance et de ces réformes pour la protection des droits. Tout de même, les pays participants au G7, ce sont aussi des pays où la démocratie, on ne peut pas dire qu'elle y est à 100%, mais il y a un accent, une particularité où il y a cette liberté d'association, cette liberté de pratique politique, de se réunir, ce qui n'est pas le cas en Algérie, alors qu'effectivement, en lien, voilà, une participation du pouvoir de l'Algérie qui reflète le retour puissant de l'Algérie sur la scène internationale. La puissance, c'est aussi avant tout la démocratie, c'est les libertés. Un mot aussi dans ce sens, sachant que voilà, on parle aussi de pression migratoire. On a parlé au G7 et Abdelmadjid Tebboune n'a pas du tout évoqué notamment les haragas, entre autres. Riyad Ouarab, un mot là-dessus, et puis on va récupérer Karim Tabou dans un instant, je l'espère. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe de Maralabia, bonsoir à vos invités, à M. Karim Tabou. Merci pour l'invitation. Effectivement, les pays du G7 garantissent pour leur peuple démocratie, respect des droits de l'homme, l'alternance au pouvoir, une presse libre, ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie, ce qui n'est pas le cas avec le régime en place actuellement, avec le président désigné à qui on veut reconduire un autre mandat. Évidemment, ce président est là, en fait, il a été invité par la première ministre italienne. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il n'a pas été reçu par la première ministre italienne, ni par les autres présidents présents, sauf le président français Macron. Évidemment, le régime algérien, via la presse aux ordres, via ses relais, il a médiatisé cette rencontre avec Macron, la présentant comme un exploit, la présentant comme le retour de l'Algérie sur la scène internationale. Mais le commun des mortels, le peuple algérien qui souffre le martyre avec
L'inflation, on l'a vu comment lors de l'Aïd, les Algériens n'ont même pas une grande majorité n'ont pas pu fêter correctement ce Aïd. Je tiens à signaler aussi que le jour même, un jour avant l'Aïd, un jeune militant, ancien détenu d'opinion, a été arrêté suite à une simple petite vidéo qu'il a fait pour dénoncer le gaspillage de l'eau. Je tiens à rappeler aussi que plus de 230 détenus d'opinion croupissent dans les prisons, dans les geôles de ce régime. Je tiens aussi à préciser que notre pays ne fait partie d'aucune, ni des BRICS, donc je ne vois pas quel est l'exploit réalisé par ce régime, sauf à mettre le pays dans un état vraiment lamentable, que ce soit sur le plan des droits de l'homme et des libertés, ou sur le plan économique, ou même politique, où ce régime n'a jamais été aussi isolé qu'il l'est actuellement. Cette visite de Tebboune en Italie n'a rien d'exceptionnel. Je rappelle aussi que l'ancien président Bouteflika a été reçu à plusieurs reprises au G7. Ça n'a rien changé à l'état de notre pays. Ces pays l'ont reçu tout simplement parce qu'il y a des intérêts. Il y a le gaz, tout simplement. Donc voilà, donc il a été reçu là-bas d'abord par Macron, et puis il a pris quelques photos avec des présidents qui étaient présents là, mais il n'y a ni contrat, ni retour sur la scène internationale. Tout le monde, tous ces pays justement, tous ces présidents savent très très bien l'état dans lequel se trouve notre pays, l'état dans lequel se trouve ce régime illégitime qui est là, présent, à coup de répression, à coup par la force. Voilà. Je reviens à vous dans un instant. Merci pour ces quelques mots, Riyadou Arab. De retour avec nous, Karim Tabou, je vous laisse continuer. Vous étiez notamment dans cette dynamique, effectivement, ne pas confondre invitation et participation. Hein. Au passage, vous voyez bien la qualité des communications vers Alger. Vous avez une idée de l'état du pays. Vous avez plus de possibilités de parler à quelqu'un qui se trouve au niveau de la planète Mars que de quelqu'un qui parle d'Alger. Et ça vous donne une idée sur l'état du pays à l'ère de la technologie, à l'ère de la communication rapide, à l'ère de l'intelligence artificielle. On est encore à la traîne, on ne peut pas avoir au fil correctement pendant quelques minutes quelqu'un depuis Alger. Et donc vous avez une idée très claire de l'état du pays. Je disais qu'il y a lieu de faire la différence si nous faisons cet effort d'explication. C'est juste pour éviter que les gens ne soient entraînés vers ces théâtres. Il faut faire la différence entre le fait de faire partie et le fait d'être invité. Parce que la propagande qui est distillée par les médias officiels montre toute la petitesse politique et diplomatique de ce pays. Lorsque vous regardez le monde de par le seul calcul politicien, vous donnez une image triste de votre pays. Parce que le monde est plus grand qu'un calcul à la veille d'une supercherie électorale, etc. Et je disais qu'il m'arrive de regarder les débats en Égypte, je m'aperçois de la similitude des débats et surtout des propagandes. En Égypte, on colporte les mêmes mensonges que Abdel Fattah Sisi, c'est le Zorro du monde, hein, c'est le champion du monde, il est invité partout, il est présent partout, bien sûr que nous connaissons un peu le pourquoi, parce que dans ce monde, finalement, il y a deux logiques. Il y a la logique des États qui concourent à trouver les intérêts pour leur nation, pour leur pays, pour l'avenir de ces États. Et il y a une logique de pouvoir, des pouvoirs de ces pays de dictature qui cherchent à faire de ces rencontres un moyen de légitimation. C'est ça la réalité. La troisième remarque est que même sur le G7 qui s'est tenu en Italie, il est important de rappeler quelles ont été les étapes qui ont abouti à la tenue de cette réunion en Italie.
et puis la position de l'Italie sur un certain nombre de sujets internationaux, parce qu'il va falloir assumer très clairement l'accoquinement du pouvoir algérien avec des pays à l'étranger, et pourtant, en interne, on proclame sur un certain nombre de sujets tout le contraire. Et je vous cite l'exemple. Vous savez très bien que la première ministre italienne est entièrement engagée dans le génocide contre Gaza. Et il est impliqué dans les crimes directs qui sont commis de par son soutien à Israël. Et là, on laisse passer ce côté, on ne parle pas, on ne le remarque pas, on ne le cite pas dans les médias algériens. Bien au contraire, on présente la première ministre et la visite du chef de l'État en Italie comme étant, comme l'a si bien expliqué notre ami, un exploit. Et puis également, quand vous voyez les enjeux actuels qui sont l'actualité internationale, il y a d'abord le conflit en Palestine, mais également le conflit en Ukraine. Ces deux conflits sont en train de tracer les nouvelles ententes. Et concernant l'Algérie, et bizarrement d'ailleurs, c'est pendant ces événements insupportables de génocide et de crimes contre l'humanité qui se déroulent à Gaza que l'Algérie, bizarrement, et il faut le dire, il faut le rappeler, a entamé ce qu'ils appellent le débat, le dialogue stratégique avec les États-Unis. Cela, dans les sciences politiques, est un signe important en termes de revirement des positions d'Alger vis-à-vis d'un certain nombre de conflits. Bien sûr que ce revirement s'explique d'une certaine manière, mais les autorités algériennes ne veulent pas l'assumer. D'abord, il y a eu l'échec du BRICS. Vous voyez très bien que pendant 3 années de suite, la propagande du pouvoir était que l'Algérie allait devenir un membre du BRICS et que le tout allait changer, que des investissements énormes allaient venir en Algérie. On a même précipité, souvenez-vous, l'inauguration d'un stade qu'on a baptisé Nelson Mandela pour essayer d'avoir les honneurs, les votes de nos amis de l'Afrique du Sud. Donc, vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, malheureusement, les échecs de la diplomatie, les échecs politiques sont transformés parfois dans la propagande mensongère par les médias algériens. Comment et vous voyez très bien que cet échec du BRICS a créé des revirements. Vous voyez dans les médias, et je vous fais une remarque, j'allais dire, qui est une petite remarque technique. Dans les génériques de la télévision algérienne, AL24 ou le NTV ou toutes les chaînes, et ben tous les génériques, c'était la visite de Tebboune à Moscou, la visite de Tebboune à Pékin, et à longueur de journée, le lendemain de l'échec du BRICS, et ben on a effacé toutes ces images, on ne montre que l'entretien d'Ahmed Attaf avec Blinken, que l'entretien de Tebboune avec Blinken, et vous voyez très bien que les signes ne trompent pas. Et donc, aujourd'hui, face justement à ces deux conflits, notamment l'Ukraine et Gaza, il y a comme une volonté d'enrôler l'Algérie, à la fois sur la question de l'Ukraine, pour que l'Algérie pourrait éventuellement être le palliatif s'il y a une crise majeure de gaz, notamment pour les besoins de l'Europe, mais également l'Algérie doit, et il y a un travail qui se fait, se dégager, s'éloigner de la question palestinienne pour donc laisser ce qui se passe actuellement se passer sans trop de résistance. C'est vrai que dernièrement, Karim Tabou, c'est vrai que dernièrement, d'ailleurs l'APS le dit, hein, le poids régional et la grande dynamique enregistrée depuis le début donc de son mandat, en parlant de l'Algérie, de la diplomatie algérienne, de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai que derrière ça, il y a eu encore une fois, un micmac, un certain nombre d'informations comme si c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis aussi l'APS qui revient sur un peu la position et
et le combat de la diplomatie algérienne sur ce qui se passe à Gaza. Vous pouvez réagir là-dessus, mais aussi une question. Alors, vous en faites pas partie puisque vous réagissez à chaque fois sur vos réseaux sociaux, sur notre antenne. Mais le pouvoir, j'ai envie de dire, ce système, d'ailleurs, ça va au-delà peut-être que de ces 5 années d'Abdelmadjid Tebboune. On voit tout de même une gouvernance totalement absente, la pénurie, Internet coupé, l'eau à Tiaret, ces citernes qui poussent à foison, un dessalement d'eau qui est pour l'instant inexistant. On importe tout. Le BRICS, le pouvoir est peut-être dans son rôle d'épargner ces sujets qui fâchent. Mais quelque part, il y a aussi je sais pas, ces autres médias, tant bien qu'ils existent, mais aussi ces élites ou ces autres partis politiques. On a vu hier le RCD, pas de réunion. On a vu Radio M fermer donc totalement son antenne. Mais pour l'instant, aucun parti politique ne réagit, ne s'exprime, aucun syndicat. Comment vous expliquez ça? C'est la puissance de ce système tout de même qui est là depuis des années? Écoutez, je pense que parler des partis politiques dans le contexte actuel, c'est se tromper d'analyse. Parce que le plus grand parti politique reste l'administration dans ce pays. Et tout le reste, les partis agréés, c'est-à-dire qui ont un papier qui atteste qu'ils sont des partis politiques qui est délivré par le ministère de l'Intérieur, ils ne sont là que pour jouer au rôle de figurants. Qui ne sait pas que le pouvoir, avec sa propagande, avec ses moyens qu'il met en place, il fait tout pour que tout reste en place. Très clairement, il y a des partis qui sont engagés dans les élections, il y a des candidats qui se sont déclarés candidats à l'élection, et en tout cas, le peuple algérien sait très bien que cette élection n'a absolument aucun sens. Mais pour revenir un peu à ce sujet, il est également important de retracer les étapes qui ont abouti à la tenue du G7 en Italie. C'est très important. D'abord, il faut rappeler qu'en avril dernier, il y a eu donc les ministres des Affaires étrangères du G7, qui se sont réunis donc essentiellement sur deux questions. La première question étant l'utilisation des actifs russes gelés, et vous savez très bien qu'il y a eu toute une batterie de sanctions qui ont été prises par les pays européens et le G7 contre la Russie, et donc il fallait concrétiser cela, notamment lors de la réunion du G7. Mais également, il s'agit de faire un effort de guerre pour contrecarrer l'offensive russe en Ukraine. Un des points importants de ce G7, c'est justement discuter de l'effort de guerre qui doit être fait par le G7 pour contrecarrer l'offensive russe. Le deuxième élément, c'est le fait que ce sommet a été élargi. Il a été élargi à qui? Il a été élargi d'abord à certains dirigeants africains, aux Indo-Pacifiques, mais également à certains dirigeants des pays arabes pour essayer de parler de la coopération économique. Mais vous comprenez très bien que coopération économique chevauche avec coopération militaire, coopération de renseignement, notamment sur la question palestinienne. Et enfin, si nous voulons clarifier pour nos téléspectateurs, et il y a le G7, mais également il y a le G8, mais il y a l'Union européenne, il y a l'Italie, et je précise, c'est très important, l'Italie qui préside le sommet, elle a émis lors de cette rencontre un vœu, une demande, d'abord de parler tel qu'il a été arrêté lors de la rencontre d'avril sur la question de l'Ukraine, mais également il y a la position
de la première ministre italienne sur le conflit à Gaza. Et il y a eu également des discussions sur ce sujet. Et concernant les pays invités, notamment l'Algérie, il s'agit surtout de discuter des problèmes de la migration africaine, notamment vers les pays européens, et l'Italie en subit un peu les graves conséquences de cette migration clandestine, la sécurité économique, mais également la coopération en matière d'intelligence artificielle, qui est un point inscrit à l'ordre du jour du G7. Mais il est important de signaler également pour l'opinion publique que le premier partenaire d'Italie en matière de coopération sur la question de l'intelligence artificielle reste Israël, pas un autre pays. Donc aujourd'hui, et même sur ça, les conclusions du G7, il faut en parler également. Les conclusions du G7, c'est que le G7 a approuvé le plan proposé par le président américain sur le conflit à Gaza. Mais qu'est-ce que dit la proposition de Biden? D'abord, le cessez-le-feu immédiat entre Israël et Hamas. En tout cas, on a fait disparaître dans le jargon international du traitement de ces conflits le nom, l'existence même de la Palestine. On n'évoque plus la Palestine comme un peuple ou comme un État. Deuxième des choses, libération de tous les otages. Mais quand on parle des otages, on parle des otages américains, israéliens détenus par Hamas. On ne parle pas des prisonniers palestiniens. La troisième, c'est augmentation de l'aide à Gaza. Mais surtout le quatrième point, écoutez bien, c'est encourager des accords de paix qui garantissent la sécurité d'Israël. C'est les mots, je reprends les mots de la déclaration finale. C'est accord de paix qui garantit la sécurité d'Israël et les habitants de Gaza. Vous imaginez comment on fait la différence entre la sécurité d'Israël en tant qu'État et les habitants de Gaza, c'est-à-dire en tant que citoyens qui se retrouvent dans un terrain et on ne parle pas donc de l'État palestinien, de la question palestinienne. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'interrogations à émettre sur les débouchés, sur les conclusions du G7, plus que ce bendir qui est en train d'être chauffé à Alger pour des raisons, comme je l'ai dit, strictement électoralistes politiciens. Karim Tabou, juste peut-être avant aussi de vous quitter, une question importante, le 7 septembre, tout de même, alors même s'il y a un désintérêt du peuple algérien, vous l'expliquez aussi à plusieurs reprises que ces élections, ce ne sont pas des élections, d'ailleurs on voit le boycott total des derniers scrutins, mais tout de même il y aura une élection, on sait combien le pouvoir aussi respecte son calendrier. Que vont faire si le pouvoir reste au pouvoir, ce système continue, sachant que c'est un système donc, dont le peuple ne veut plus. Quand on dit le peuple, c'est des millions d'Algériens qui sont sortis, c'est une réalité. Que va faire le peuple sur les 5 prochaines années? Ils subissent encore chaque été des feux mal gérés, pas de Canadair, des coupures Internet. Enfin, même le président se soigne à l'étranger. Enfin, on pourrait citer comme ça plusieurs difficultés, problèmes du quotidien des Algériens. Que va faire le peuple? Est-ce qu'il va continuer à subir ces droits bafoués, ce manque de liberté, ce manque de quotidien, vivre tout simplement décemment et dignement et ne pas prendre des bateaux de fortune pour perdre la vie? Ou est-ce que selon vous, il pourrait y avoir un changement, un peu d'espoir? Alors de quelle manière? Voilà, j'aimerais aussi avoir un peu vos perspectives dans ce sens. Qui aurait imaginé qu'après 20 années de corruption, de rentrée historique d'argent dans le pays, avec toutes les parties de la société qui ont été contaminées par les pratiques de corruption, qui aurait imaginé que Bouteflika va être évincé de cette manière? Qui aurait imaginé un jour? Et puis, le Hirak a été un moment extraordinaire sur le plan politique. Aujourd'hui,
il est plus difficile aujourd'hui de passer un mensonge, de passer une propagande qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a de la maturité, il y a de la compétence au niveau de tous ces millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue et qu'on ne peut pas les entraîner dans des scénarios ou dans des moqueries ou dans des théâtres. Donc c'est très important de faire relever aujourd'hui que le pouvoir est contraint de faire un effort colossal, de maintenir ces maillages policiers, ces moyens d'intimidation, parce qu'il sait très bien que si on laisse les volontés s'exprimer, eh ben c'est la fin. Et puis, quand on regarde de près le pouvoir, lorsque vous voyez la nature du pouvoir, le personnel du pouvoir, le niveau du pouvoir, vous comprenez très bien que c'est un pouvoir qui porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Lorsque vous voyez ces images qui sont en train de revenir d'un chef d'État, d'un chef d'état-major et du chef du Sénat qui font la prière sur des chaises, et vous voyez un pays qui compte toute cette énergie de jeunesse, vous avez une idée déjà anticipée de l'avenir. Et je pense que le pouvoir aujourd'hui, malgré les truchements, malgré tout ce qu'il a essayé de faire sur une logique sécuritaire de surveillance de la population, et à côté, il essaye de vendre des mirages aux Algériens, il n'a pas réussi à trouver la meilleure formule pour se sortir de sa propre crise. Le pouvoir est en crise, le pays en paye les conséquences, mais inévitablement et inéluctablement, le peuple algérien ne peut pas supporter que le pays s'éloigne de la modernité, s'éloigne du temps du monde, s'éloigne de l'histoire. Nous sommes à la porte de sortie de l'histoire. Et les Algériens le comprennent très bien. Aujourd'hui, avec les moyens de la technologie, on peut savoir ce qui se passe dans le monde. L'Algérie ne peut plus être isolée par des murs que le pouvoir a toujours érigés pour essayer de dire aux Algériens qu'on est les meilleurs, qu'on est attaqué de partout et qu'il y a des conspirations de partout qui sont faites contre nous. Les Algériens maintenant ne consentent plus ce discours. Ils savent très bien que la plus grande conspiration contre ce pays, c'est le pouvoir lui-même. Donc aujourd'hui, nous avons compris tout cela. Est-ce que cela dégage le militant de sa responsabilité? Non, le militant, il doit se battre, le militant doit clarifier, le militant doit s'engager. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire, malgré les espaces restreints, rétrécis, etc. Nous le faisons parce que nous le faisons avec conviction, mais surtout nous avons l'amour de ce pays, nous le portons dans nos cœurs. Parce que ce pays, c'est l'avenir de nos enfants. Nous ne cherchons pas l'avenir à nos enfants ailleurs. Nous voulons que l'avenir de l'Algérie, des Algériens, de nos enfants soit construit dans de meilleures conditions ici en Algérie. Et pourquoi pas ne pas créer les conditions politiques et économiques qui permettront à toute cette diaspora, à toute cette énergie, à toute cette intelligence de venir s'investir dans un état de droit, dans un état démocratique. Nous avons définitivement compris que la solution réside dans notre engagement en faveur de l'état de droit, de la démocratie. Seul un état de droit est capable d'attirer l'intelligence algérienne qui est dispersée partout dans le monde et l'intéresser à venir s'impliquer dans l'édification justement de ce pays. Donc nous avons conscience des difficultés. Nous sommes en face d'un pouvoir qui joue les temps perdus. Je vous assure que le match est terminé et qu'on attend juste le sifflet de l'arbitre. Le pouvoir essaye de défendre un peu le temps perdu. Mais c'est terminé. Biologiquement, politiquement, économiquement, ce pouvoir est terminé. Maintenant, c'est à nous d'assumer notre responsabilité. Karim Tabou, merci infiniment de nous avoir éclairé, d'avoir vraiment apporté ces analyses diplomatiques, aussi politiques internes du pays et puis effectivement les conclusions du G7. Le match est terminé, belle métaphore je trouve,
peut-être que le pouvoir algérien est dans les prolongations. L'avenir des Algériens, voilà, Karim Tabou, opposant et militant politique, merci pour votre fidélité. Je rappelle que malgré ce que vous subissez, vous continuez à vous investir et à vous engager. Et voilà, vous et votre famille, vous auriez pu peut-être vous exiler, mais vous avez choisi de continuer le combat. On va regarder cette image. Vous allez comprendre ici donc les pays du G7. C'était en Italie du 13 au 15 juin. Voilà, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et l'Angleterre. Le G7, groupe des 7, est une organisation regroupant les 7 plus grandes économies du monde dit avancé qui domine le commerce mondial et le système financier international. Et il s'agit donc des pays cités ci-dessus. Riyad Ouarab, nous allons terminer cette quinzaine de minutes avec vous. Merci pour votre présence et d'avoir patienté. On a dû aussi continuer et commencer une grande partie avec Karim Tabou qu'on doit aussi libérer. Riyad Ouarab, ce que vous avez entendu ici, qu'est-ce que cela vous inspire? Et vous qui êtes sur le terrain, qui faites partie, parce qu'encore une fois, la révolution tout de même, elle continue, elle est en effervescence avec ses restrictions. Comment vous imaginez aussi les 5 prochaines années de... Alors voilà, ce pouvoir, certains parlent d'un canard boiteux, mais il est toujours présent. C'est vrai que vieillissant par ces personnes politiques, encore une fois, on parle des responsables politiques au pouvoir, de l'armée aux politiques. Manque de gouvernance depuis ces 5 années, un peuple totalement à l'abandon. Hein. Rien n'est géré, hein. Il n'y a pas de projet réel dans l'éducation, la santé. On n'a pas, en tout cas, nous, on n'a pas d'éléments. Comment vous envisagez, peut-être avec un optimisme, mais voilà, ces prochains mois et ces prochaines années, peut-être un retour du peuple? Je tiens tout d'abord à remercier énormément notre ami Karim Tabou qui a si bien résumé et comme à son habitude, il a été très précis, voilà, avec des arguments, avec des faits très très précis. Donc il a tout résumé. C'est le système كما يقولوا في البلاد راهو يطبع في حمار ميت. C'est même pas les prolongations, c'est la fin du match carrément. C'est un régime aux abois. Jamais le régime algérien n'a été aussi faible qu'il l'est actuellement. Et c'est bien le Hirak qui l'a affaibli, c'est bien le Hirak qui a réussi à le pousser dans ses retranchements. Peut-être que dans un laps de temps très court, à court terme, peut-être qu'encore que ce régime va essayer, à coup de concessions, à coup de revirements, à coup de contrats, à essayer de prolonger encore un petit peu la durée de vie d'un régime moribond en sollicitant le soutien de pays qui ont des intérêts avec notre pays. Je tiens à dire à ces pays que si actuellement les intérêts qu'ils ont avec notre pays, avec à sa tête cette dictature est une broutille et sarf qui bled, avec une démocratie en Algérie d'égal à égal, ces pays vont gagner beaucoup plus d'égal à égal. Donc je pense que si ce régime a l'impression qu'il va avoir le soutien de pays étrangers et qu'ils vont lui faire durer encore, à la tête de notre pays, c'est peine perdue. Il n'y aura pas de prolongation pour ce régime, ni maintenant, ni après. Le peuple algérien lutte depuis février 2019 pour libérer notre pays du joug de cette dictature, du pouvoir de cette junte militaire, et il y arrivera. Je tiens à relayer des appels pour la reprise des manifestations pour le 5 juillet. Je pense qu'à partir du 5 juillet prochain, jusqu'à la sortie effective des Algériens pour libérer notre pays. Donc c'est des jeunes qui appellent à manifester encore une fois, à sortir, mais cette fois vraiment pour apporter le coup de grâce à ce régime, à cette junte militaire qui emprisonne notre pays, qui tient en otage des détenus d'opinion, qui tient en otage des institutions, voilà, pour vraiment passer à une transition pacifiquement,
pour vraiment instaurer un état de droit où des institutions tireront leur légitimité du peuple et non de l'extérieur. Je pense aussi que notre ami Karim Tabo a bien résumé la situation et cette visite de Tebboune en Italie, bien que ces pays soutiennent l'État, si on peut appeler ça État. Mais on a quand même l'impression, je vous laisse continuer Riyad Ouarab, on a l'impression que il y a un deux poids peut-être, je sais pas, il y a une disproportion aussi dans les relations. On a l'impression, alors c'est vrai que cette diplomatie algérienne, bon, on l'a prouvé depuis 5 ans, on n'a pas réellement vu une certaine puissance. On en parle dans le BRICS, les investisseurs, les relations aussi avec d'autres pays, même si on a vu, comme je le dis depuis longtemps, le ballet des limousines, mais on a l'impression qu'on a un président algérien qui est plus peut-être dans l'image, dans l'affection, dans le sourire, dans se contempler vraiment, à se dire moi je me retrouve en Italie avec les plus grands du monde, mais aussi d'un côté on a le pressentiment, c'est que ces autres pays, pour une grande partie, sont quand même là dans leur intérêt, dans une stratégie, sur des questions écologiques, migratoires. Pourquoi est-ce que les Algériens n'ont pas, à un moment donné, un président qui maîtrise ses dossiers, qui met la main sur la table, qui s'impose aussi? Parce que Mélanie, par exemple, extrême droite, elle a quand même une politique au niveau de l'immigration assez particulière sur Gaza. Est-ce que vous faites cette analyse, serait-ce qu'en termes de comportement? Oui, bien sûr. Ces pays perçoivent l'Algérie comme un réservoir énergétique. Et c'est tout, point. Pour eux, le régime algérien, ils savent très très bien que c'est un régime qui ne dispose pas de légitimité, qui est illégitime. Et donc pour eux, il est là, tant qu'il défend leurs intérêts, tant qu'il assure la sécurité énergétique, tant que les pipelines et les méthaniers livrent le gaz à l'Europe, pour eux, pour l'instant, ça leur suffit. Et voilà. Le régime algérien, son but n'est pas de servir le peuple ni de servir le pays. Le but principal de ce régime et de cette junte militaire est de durer, de rester au pouvoir, bien que quand on voit leur âge, ils dépassent tous les 75 ans. Évidemment, ils ont peur de la chute de ce régime, et ils ont peur de ce que le peuple algérien va découvrir. Ils ont peur pour l'avenir de leur famille, de leurs enfants, tout simplement. Mais voilà, c'est ça le cours de l'histoire. Le peuple finira par récupérer ce qui sont dus, par récupérer son pays, tout simplement, libérer son pays de cette junte. Le régime algérien ou la junte militaire le sait très très bien. Et on le voit parce que quand on voit des jeunes qui se font arrêter à cause d'une vidéo ou à cause d'une publication sur les réseaux sociaux, voilà la faiblesse de ce régime. Il sait très très bien que... Oui, alors on a une toute petite souci de connexion. On va regarder cette infographie et puis on va terminer avec vous l'émission Riyad Ouarab. J'espère qu'on va vous retrouver. Il nous reste 3 minutes avant de conclure ce numéro. Sous l'égide des serres anonymes du régime, des médias algériens parlent de conquête de l'Algérie au sommet du G7. Ces médias ont même décrit la présence algérienne d'essentiel et d'indispensable. Pourtant, le président Tebboune n'était qu'un simple invité qui n'avait aucun rôle durant ce sommet du G7. Mais la machine de la propagande introduit les rencontres du président au cœur du sommet des grands et de ses résultats exceptionnels. Même l'accord algéro-italien sur les céréales a été évoqué par la presse comme un succès du sommet du G7. Des journaux ont aussi parlé des messages forts de l'Algérie au sommet du G7, soulignant la présence distinguée du président et la place de l'Algérie parmi les grands. Le doigt de Tebboune a même été considéré comme une victoire sur les Émirats et a attiré l'admiration des Algériens. Pourtant ailleurs, les médias étrangers n'ont parlé d'aucun message algérien, ni à travers le sommet,
ni à travers les rencontres du président. Voilà, on a un petit souci de connexion, mais bon, on l'a bien entendu. Riyad Ouarab était avec nous. Riyad Ouarab, on l'a retrouvé. Merci à la technique de faire des miracles. Riyad Ouarab, dernière intervention avec vous. On vient d'entendre cette infographie qui résume encore une fois effectivement cette presse. Mais bon, quelles raisons? On les connaît, hein, ces raisons. Une presse, la PS, le NTV, qui va toujours dans le même sens. Pas de combat contradictoire, pas d'opposition. Bon, sur le BRICS, entre autres, sur les feux, enfin, on pourrait citer sur la Covid, personne n'a réagi, mais on pourrait citer voilà, un certain nombre d'exemples. La question aussi qui se pose, effectivement, est-ce que ce n'est pas ce manque d'opposition, ce manque de contradiction? Le RCD hier, Radio M notamment avant-hier définitivement, la Ligue algérienne des droits de l'homme, Raj, Karim Tabou, Ali Belhadj, entre autres, les ISTN, Mohad Gasmi, on peut en citer Karim Manaït Saïd aussi pour le congrès à Mazir, on peut en citer plusieurs et j'en oublie, Ihsan El-Khadi. Est-ce que ce qui manque dans ce pays pour avoir une liberté, c'est cette justice? C'est ça qui pose problème, l'indépendance de la justice? Même s'il y a 48 heures, une délégation à Genève parle de droits de l'homme et parle d'une justice indépendante. Je pense que à Genève, au comité, que ce soit au Conseil des droits de l'homme ou aux différents comités qui composent le système de défense des droits de l'homme, hein, onusien, je pense qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe en Algérie. On a eu à plusieurs reprises affaire à eux, que ce soit au comité contre la torture, que ce soit la liberté de manifester, la liberté de constituer des associations. On l'a vu à plusieurs reprises. Le régime algérien réprime, le régime algérien torture, le régime algérien empêche les Algériens de manifester, empêche les Algériens de constituer des associations. Ce régime, évidemment, ne respecte pas les droits de l'homme. Il a peur que les Algériens arrachent leurs droits parce que tout simplement, ça sera la fin de ce régime. Merci Riyad Ouarab d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Donc militant politique, merci opposant politique hérakiste. Karim Tabou était avec nous aussi en direct d'Alger. Merci infiniment l'équipe technique. Dans quelques instants, normalement, vous allez retrouver mon ami Djameldine Benchenouf et juste derrière, si je me trompe pas, bon, c'est soit Djameldine Taleb, soit Salim Salhi. Merci infiniment. Demain soir, là, c'est Salim Salhi. Et demain soir, pour la rétro-info de la semaine, donc 19h30, heure d'Algérie, vous allez retrouver mon ami Nasser Djoudi. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous.